Bonjour chers amis de la presse, je voudrais vous remercier pour vous être présentés aussi nombreux en cette journée. J'ai tenu à vous rencontrer afin de pouvoir partager avec vous les principales conclusions du rapport du FMI sur la TICAD qui a été rendu public le 24 mai 2024. Il s'est tenu en fin janvier et en début février une mission du FMI à la demande des autorités de transition afin de pouvoir tenir la TICAD. La TICAD, c'est simplement faire un bilan de santé exhaustif de la situation de l'économie gabonaise. Les autorités ont souhaité que l'on puisse faire ce bilan de santé de l'économie gabonaise afin de pouvoir avoir une compréhension précise des défis de l'économie gabonaise et aussi avoir la perspective du FMI sur les mesures à mettre en œuvre dans les périodes à venir. Alors, pour la présentation des principales conclusions de notre rapport, j'articulerai mon intervention en 3 points. Le premier, ce sera de dire le diagnostic de la situation. Le deuxième point sera de présenter brièvement les priorités. Et le dernier point, ce sera de citer un certain nombre de mesures que nous conseillons aux nouvelles autorités de transition. L'idée du bilan de santé de l'économie, c'est vraiment de prendre une perspective très longue en regardant, c'est ce que nous faisons généralement dans nos rapports, sur les décennies passées, lorsqu'on fait un bilan, lorsqu'on fait la TICAD, c'est regarder les décennies passées, le progrès et les difficultés que le pays a rencontrées, ensuite déterminer les priorités et donner des conseils. Sur le diagnostic, nous pensons que sur les dernières décennies, le Gabon a connu très peu de progrès en matière économique et sociale. Et les nouvelles autorités ont hérité d'une situation sociale et économique extrêmement difficile. Et je vais vous donner quelques points pour illustrer mon propos. Le premier point, c'est qu'en 1990, si un Gabonais moyen gagnait 100 000 francs CFA en 1990, il gagne aujourd'hui, en 2023, disons, 80 000 francs CFA. Vous prenez un habitant moyen dans les autres pays d'Afrique subsaharienne qui gagnait en 1990 100 000 francs CFA, cet habitant-là, aujourd'hui, dans les autres pays d'Afrique subsaharienne, gagne 130 000 francs CFA. Et si vous prenez un habitant dans les pays qui sont du même niveau de revenus que le Gabon, parce que rappelons que le Gabon est un pays à revenus intermédiaires, si dans ces pays-là, un habitant moyen gagnait 100 000 francs CFA en 1990, cet habitant aujourd'hui gagne 285 000 francs CFA. Donc il y a eu au Gabon un recul du niveau de revenus de la population. Ce recul du niveau de revenus s'est accompagné d'un accroissement du chômage. Le chômage aujourd'hui au Gabon, ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres que les autorités ont partagés avec nous, est environ à 36% et est encore plus important au sein des jeunes. Le chômage aujourd'hui est environ à 40% au sein de la jeunesse. Au chômage et au recul du revenu, c'est aussi accompagné la pauvreté. Un Gabonais sur 3, aujourd'hui au Gabon, est considéré comme pauvre. C'est cet héritage-là que les autorités de transition, depuis le 30 août, ont hérité de la gestion passée. Pourquoi le Gabon fait face à cette situation difficile? Notre analyse, et c'est dans notre rapport, c'est que les ressources de pétrole et les ressources minières n'ont pas été bien gérées pendant des décennies. Et donc, ça n'a pas permis de faire des progrès significatifs dans le bien-être des populations et sur les questions de développement. À la mauvaise gestion des ressources pétrolières et minières s'est ajouté le manque de transparence et un endettement très rapide au cours des décennies qui nous ont précédés. Alors, à partir de ce moment, quelle est la situation, ou je dirais, quelles sont les priorités
auxquelles les autorités de transition doivent faire face. Ces priorités-là sont de 3 ordres. La première priorité, c'est la question de la transparence. La deuxième, c'est la question de la soutenabilité budgétaire, ou si vous voulez, du niveau d'endettement du pays. Et la troisième priorité, c'est la question de la diversification de l'économie. Sur la question de la transparence, nous voulons déjà encourager et féliciter les autorités de transition qui ont déjà mené un certain nombre de pas, donc, qui ont posé des premiers actes qui vont dans le sens de la transparence. Je vais en citer ici 2. Le premier acte majeur, c'est que les autorités de transition ont partagé avec nous des données budgétaires et des données de la dette qui n'avaient pas été rendues disponibles, qui n'avaient pas été partagées avec le FMI avant la période du 30 août. Ces données budgétaires et ces données de dette qui n'ont pas été soumises au FMI avant le 30 août ont permis au FMI d'avoir une situation plus exhaustive de la situation d'endettement du pays. Le deuxième élément de satisfaction, c'est que les autorités, dès leur entame, dès le 30 août, ont engagé le processus d'unification des comptes du Trésor, afin de l'intégrer dans ce qu'on appelle au Gabon le compte unique du Trésor. En matière de transparence, nous encourageons les autorités à continuer. Il y a un certain nombre de pas importants qui doivent être posés. Pourquoi d'abord il est important de faire la transparence? Parce que, compte tenu de la situation que j'ai décrite, il est essentiel que le pays s'assure de mettre dans un seul panier l'ensemble des ressources du pays afin de pouvoir de façon efficace adresser la situation économique et sociale difficile des Gabonaises et des Gabonais. Donc en matière de transparence, quelques mesures importantes sur lesquelles nous encourageons le gouvernement, c'est déjà de publier l'ensemble des contrats de pétrole et de mines, parce que je rappelle que dans notre diagnostic, une raison pour laquelle les ressources de pétrole ont été mal gérées, c'est qu'il y avait une absence importante de transparence sur les ressources du pays. Donc il est important de publier ces contrats, de les rendre publics. La deuxième mesure que nous encourageons le gouvernement à faire, c'est faire un audit du secteur pétrolier. La troisième mesure de transparence, c'est s'assurer de regarder la gestion de l'ensemble des entreprises publiques du pays. Alors, il y a une longue liste de mesures sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Ces mesures-là sont dans le rapport. L'autre élément sur lequel nous encourageons les autorités à interagir en matière de transparence, c'est que les autorités ont partagé avec nous les données budgétaires et de dette de 2022 et de 2023 que, auparavant, les autorités n'avaient pas partagé avec nous. Cela nous a permis d'avoir une situation claire de la situation des dettes, mais nous encourageons les autorités à continuer ce travail, y compris pour les périodes en 2021. Parce qu'on a eu 2022-2023, c'est important qu'on continue d'avoir les hostilités des données de 2021 et antérieurement. Sur la situation d'endettement ou la situation budgétaire du pays, étant donné que les autorités volontairement ont mis à notre disposition l'ensemble des données concernant les exécutions budgétaires de 2022 et de 2023, cela nous a permis de pouvoir faire un état exhaustif de l'ensemble de la dette publique du pays. La dette publique, qu'est-ce que c'est? La dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers d'un État. Donc c'est donc la dette que l'État a vis-à-vis des banques, mais c'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis des entreprises. C'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis des retraités. C'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis des fonctionnaires qui doivent percevoir le salaire et qui ne l'ont pas perçu. Donc c'est tout ça qui fait partie de ce qu'on appelle dans le jargon économique la dette publique de l'État. Sur la dette publique de l'État, en 2023, sur la base des données, les véritables données qui ont été partagées par les autorités, la dette publique de l'État se situe à 70,5% du PIB en 2023. Et donc ce sont des chiffres d'une gestion de 2022 et de 2023. D'ailleurs, cette dette s'est accélérée en 2022 et en 2023 avant le 30 août parce que, vous le savez, il y avait un contexte électoral.
Donc il y a eu un certain nombre de dépenses, par exemple des dépenses extra-budgétaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites en dehors du budget en 2022, en 2021 et en 2023 dans le cadre des élections, et qui n'ont pas été faites dans le cadre du budget. Lorsque les autorités de transition sont arrivées, elles nous ont présenté l'ensemble de ces dépenses-là qui n'avaient pas été présentées. Cette dette aujourd'hui est à 70,5% du PIB, qui est au-dessus du niveau communautaire de la CEMAC. La priorité sur cette situation, c'est de dire qu'il est essentiel de rapidement ramener la dette à des niveaux qui soient raisonnables. Il se trouve simplement que les dépenses électorales liées aux élections et donc électorales que nous avons connues avant le 30 août, aujourd'hui sont remplacées par une forte demande sociale des populations et des besoins de développement, de façon légitime, bien entendu. Il est donc essentiel pour nous, notre conseil, c'est qu'il faut que les nouvelles autorités trouvent l'équilibre entre satisfaire les besoins et la demande sociale et les besoins de développement des populations et s'assurer de ne pas surendetter le pays. Puisqu'ils ont déjà trouvé une situation de dette très élevée, comment est-ce qu'on fait pour éviter que le rythme de dette se ralentisse? Parce que si le rythme de dette ne se ralentit pas, on risque de se retrouver dans une situation de surendettement. Dans ce sens-là, nous disons aux autorités que la première chose, c'est qu'il faut avoir un plan de réduction de la dette pour les années qui viennent. Première chose. La deuxième chose, il est essentiel pour les autorités que cet effort de réduction de la dette passe par un effort d'augmentation des recettes de l'État, donc par les impôts et par la douane, et par un effort de réduction du rythme de dépenses de l'État. Bien sûr, la réduction des dépenses de l'État doit pouvoir se faire sans qu'on ait à couper dans les dépenses sociales et de développement, qui sont des dépenses importantes pour le pays. Dernier élément de notre rapport, c'est la question de la diversification économique. Sur la diversification économique, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer pour l'économie gabonaise de nouveaux secteurs qui seront porteurs d'emplois pour les populations. Parce que, comme je l'ai expliqué, le chômage est important, il est prévalent et la situation de pauvreté est importante. Donc, il faut créer de nouveaux secteurs qui vont créer de l'emploi pour ces populations. Dans ce sens-là, notre conseil est le suivant, c'est que l'État doit pouvoir s'attarder dans la priorité, d'une part, à faire face aux besoins de développement des populations et d'autre part, à adresser les obstacles au développement du secteur privé. Alors, de quels obstacles est-ce que l'on parle? C'est d'abord des obstacles d'ordre physique. Ce sont les infrastructures, c'est l'électricité, c'est les routes, c'est la qualité des diplômés qui sortent des universités gabonaises. Donc, il faut que l'État investisse dans ce secteur-là pour qu'on ait un secteur privé qui se développe. Ensuite, vous avez des obstacles qui sont de nature immatérielle, comme l'environnement des affaires. Je vais parler du fonctionnement de la justice, de la clarté des lois, du règlement des litiges entre l'État et les entreprises, du paiement effectif des arriérés domestiques, donc de l'argent que l'État doit aux entreprises au Gabon. Donc voilà, messieurs, de façon très succincte, les principales conclusions de notre rapport, et si vous avez des questions, je suis tout de suite à vous écouter et à y répondre. On prendra peut-être 2 ou 3 questions, si vous en avez bien sûr. Merci, Excellence, pour cet exposé. Je suis Sinclair, je travaille pour la mesure conjoncture. On sait que nous avons un problème avec le FMI, qui est pratiquement arrivé à terme. Est-ce qu'il y a possibilité de développer un nouveau programme? La réponse, très simplement, c'est qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas un programme. Aujourd'hui, la priorité est pour les autorités de faire 2 choses. La première chose, c'est que les autorités prennent la pleine mesure de la situation économique et sociale difficile dont elles ont hérité à partir du 30 août. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les autorités puissent, dans les mois qui viennent, définir un plan propre au gouvernement gabonais pour adresser les défis qui se posent au Gabon sur la base du diagnostic que nous avons posé. C'est vraiment ça aujourd'hui la priorité. Alors, je suis directeur de la rédaction de Gabon Review. Ma question est toute simple. Avec le niveau d'endettement qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour le Gabon d'emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir financer son développement, si c'est nécessaire, quoi?
Bien sûr, le Gabon a la possibilité d'emprunter, mais vous savez, le niveau d'emprunt dépend d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'en on de décider d'emprunter, on doit faire des efforts à deux niveaux. Le premier niveau d'effort, c'est d'être sur le revenu. Parce qu'on emprunte lorsque les dépenses dépassent ce que vous gagnez. Donc la première chose, c'est qu'il faut augmenter les recettes de l'État. Ça va réduire le besoin de s'endetter. C'est la première chose. La deuxième chose, étant donné qu'on est déjà dans une situation d'endettement qui est importante, il faut travailler et s'assurer que les dépenses que l'on fait sont véritablement des dépenses utiles. Ça veut dire, d'une part, des dépenses qui prennent soin des besoins au jour des populations, et d'autre part, qui adressent les questions de développement de ce pays. Et enfin, le dernier élément qui est essentiel, c'est que l'État doit pouvoir donner de la visibilité à ceux qui suivent les marchés, comme vous disiez, qui vont prêter à l'État. Donc, d'une part, il faut faire des efforts au niveau des revenus et des dépenses, et ensuite, il faut avoir un plan pour garder la dette à un niveau raisonnable ou ramener la dette à des niveaux soutenables. Voilà. J'ai été acquitté de Gabon de Bataille. Alors, ma question tourne autour des plans de réduction de la dette et des dépenses que vous avez évoqués. Alors, en arrivant, les nouvelles autorités ont présenté un plan de développement de la transition à plus de 4 536 milliards. Alors, est-ce que le fait que, dans un premier temps, ils aient présenté ce plan de développement-là, plutôt qu'un plan de réduction de la dette et des dépenses de l'État, n'est pas en déphasage avec vos recommandations? Ce n'est pas en déphasage. Première chose, le plan de développement auquel vous faites allusion est un plan sur plusieurs années. La deuxième chose, c'est que le plan de développement entend adresser des questions de développement, ça porte le nom. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. C'est pour cette raison que nous disons qu'il est important que le niveau des dépenses de l'État puisse refléter, d'une part, les capacités de recettes de l'État et d'autre part, une capacité raisonnable d'endettement. Donc oui, il faut un plan de développement. Oui, ce plan de développement est une bonne chose. Maintenant, il faudra s'assurer que le niveau des dépenses que l'État décide de faire, pas seulement dans le cadre du plan de développement, parce que le plan de développement, c'est les questions de développement, mais après vous avez les salaires, vous avez les subventions, vous avez d'autres types de dépenses, vous avez la dette qu'il faut payer. Donc l'État doit mettre tout cela en perspective et décider quel est le niveau raisonnable de dépenses que moi, en tant qu'État gabonais, je peux avoir. Et c'est sur cette base-là qu'on peut avoir besoin de regarder de façon spécifique les types de dépenses qu'on peut faire. Cette année, les dépenses qu'on peut faire l'année prochaine et les dépenses qu'on peut faire les années qui viennent. Parce que le plan il tient sur 3 ans. Absolument. Oui. Donc il ne faut pas essayer de tout faire en une seule année. Il faut prendre le temps d'étaler cela et de se concentrer en priorité sur l'urgent. L'urgent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des populations qui ont des besoins précis. Vous avez des besoins d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux. Vous avez des besoins du secteur privé. Donc ça, c'est l'urgence. Il faut se concentrer dessus, puisque le plan est sur 3 ans, et donc on a encore du temps pour exécuter sur les années qui viennent. Il y a une question aussi qui est quand même assez simple par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on comprend bien, et ça c'est pour nos lecteurs, la transition actuelle n'a hérité que d'une situation. Donc elle n'est pas comptable de la situation actuelle. Parce que le rapport va de 2022 à 2023. La transition est là, ça fait 7 mois. Non, c'est pour que vous puissiez être clair, parce que il y a des interprétations qui sont faites, c'est la transition est en train de... Donc, vous voyez là où je veux dire. La situation est très simple. Les données jusqu'en 2023 sont les données dont la transition a hérité. Je pense que ça, c'est très simple. Aujourd'hui, la question, c'est oui, il y a une situation qui a été héritée par les autorités de transition, mais le plus important pour nous, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a hérité de la situation. Le niveau de dette de 70%, c'est de l'hérité, c'est de l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et je pense que c'est là où, pour nous, il est très important que les autorités prennent des décisions rapidement qui vont dans le bon sens. Il y a déjà des premiers pas que les autorités ont posés qui sont très encourageants. Les autorités ont fait preuve de transparence. Il faut qu'elles poursuivent dans le sens de la transparence. J'ai cité les mesures. Les autorités aujourd'hui savent quel est le niveau réel de la dette du Gabon. Parce que vous savez, la dette du Gabon, ce n'est pas seulement la dette que détient la dette publique, la direction de la dette publique. Comme j'ai dit, c'est la dette que détient la direction de la dette publique,
Mais c'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis des entreprises. C'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis de ceux qui n'ont pas aperçu les salaires. C'est aussi la dette que l'État a vis-à-vis des retraités dont les pensions sont en arrêt. Donc c'est tout ça la dette. Les autorités héritent de cela aujourd'hui. La question pour nous, et sur laquelle nous encourageons les autorités, c'est il faut définir un plan pour s'assurer que le pays ne s'endette pas plus que ça. Il ne faut pas arrêter là. Il faut arrêter de s'endetter là. On ne peut pas arrêter de s'endetter parce qu'il y a des besoins, mais il faut s'endetter à un rythme qui soit soutenable. C'est bon? Très bien, mais merci d'être venu. Et puis n'hésitez pas, vous avez le groupe WhatsApp si vous avez des questions.